Est-il besoin de rappeler la complexité du badminton, où toutes les actions se définissent au travers d'un acte tactique ? Si des principes d'efficience peuvent être présentés, il ne nous semble pas envisageable d'apporter des explications techniques copiées sur la pratique d'un seul athlète de haut niveau. Décontextualisé de l'acte tactique, le modèle ne nous intéresse pas. La technique est spécifique à chaque joueur, mais des principes sont communs. Ainsi, loin de vous proposer de nouvelles vérités au sujet de techniques en perpétuelle mutation, notre ambition est de vous offrir des éléments de structuration pour un nouveau regard sur l'une des composantes essentielles de la performance dans un badminton évolutif et intelligent, le déplacement. Le caractère permanent du déplacement constitue par sa maîtrise un atout considérable pour réaliser avec succès le but du jeu, gagner l'échange. Il n'est donc pas une fin en soi, il est un outil au service de l'intention du joueur face à son adversaire. Trop souvent considéré comme une simple liaison entre deux points, pendant laquelle le joueur se déplace à la rencontre d'un volant, exécute une frappe et un changement de direction pour se replacer dans une position d'attente, le déplacement est surtout le temps de l'organisation des composantes de la performance qui ne peuvent être dissociées les unes des autres. Ces composantes sont les aptitudes physiques, le choix tactique, la valeur technique et la condition mentale. Ce qui caractérise ce temps d'organisation, c'est le respect de 3 principes qui vont concourir à la recherche de son efficacité. Ces 3 principes sont l'adoption par le joueur d'un jeu d'angle corporel, la recherche d'une fluidité et enfin l'interaction de tous les déplacements qui vont se dérouler durant l'échange. Au cours de son déplacement, le joueur passe par une position de prédisposition initiale. Elle a pour enjeu une prétention maximale de tous les segments corporels, favorisant ainsi l'efficacité du jaillissement. Cette position est une attitude équilibrée, dans laquelle le joueur est sur la pointe des pieds. Les appuis sont légèrement écartés, les jambes en légère flexion. L'objectif prioritaire pour le joueur est d'adopter la posture la plus confortable afin d'éviter toute surcharge, tout écrasement défavorable à l'explosivité du jaillissement, quelle que soit la direction prise. Une légère inclinaison du buste permet un ajustement de cet équilibre. La tenue de raquette s'inscrit pleinement dans la logique du déplacement. La position de la raquette peut contribuer à améliorer l'attitude de prédisposition et ainsi favoriser les départs dynamiques. Ni tombante, ni trop haute, elle ne doit pas perturber le déplacement. Sa totale intégration dans la logique du déplacement doit faire l'objet d'un apprentissage. La raquette et l'avant-bras forment un angle proche de 120 degrés. Le bras et l'avant-bras forment également un angle proche de 120 degrés. Le coude libre doit légèrement se détacher du corps pour offrir plus de souplesse et de liberté au moment de l'action du bras. Cet ensemble d'angles harmonieux est une constante dans le déplacement. Pour cette raison, on peut dire que le déplacement débute par une mise en jeu d'angles corporels spécifique à notre pratique. Depuis la posture initiale,
jusqu'à la nouvelle position d'attente tactique, le joueur doit chercher à conserver cette attitude équilibrée grâce au respect de ce principe. Le joueur de haut niveau laisse transparaître une aisance dans ses déplacements. Cette aisance est le résultat d'heures d'entraînement qui vont fournir à l'ensemble de sa gestuelle une apparente et réelle facilité. Cette fluidité est issue de la lecture précoce de la trajectoire du volant adverse, mais aussi de la position de départ idéale, de la rapidité du temps de réaction, de l'aptitude à effectuer les démarrages et les arrêts, sans oublier la nécessité d'une bonne condition physique. La reprise d'appui marque la sortie de la position équilibrée initiale. Elle va induire la rapidité de la réaction. La lecture de la trajectoire du volant provoque un écartement des appuis, combiné à une poussée du pied et de la jambe opposée au sens du déplacement. Cette action permet le déséquilibre, indispensable au jaillissement. Ce déséquilibre est naturellement orienté dans la direction du point d'impact volant-raquette. La reprise d'appui s'organise en fonction de chaque coup joué. La trajectoire émise par le volant d'un joueur va induire celle émise par celui de l'adversaire. Cela veut dire que le joueur n'a aucun intérêt à se replacer systématiquement au même endroit dans le terrain. La zone couverte par l'ensemble des reprises d'appui d'un échange est donc plus large que l'espace limité du centre du terrain. Au moment de la reprise d'appui, le joueur est orienté de manière à mieux gérer le coup suivant. Les pieds, le bassin ainsi que les épaules sont globalement face au volant. Le pied raquette est légèrement plus en avant. Cette position permet un déplacement rapide vers l'avant. Elle permet également une réorientation facile des appuis pour un déplacement vers l'arrière avec des contraintes de temps moins importantes dans le cas d'une trajectoire haute. Plus on progresse vers le haut niveau, plus l'orientation des appuis est liée à une logique tactique qui est le fruit d'une anticipation perpétuelle de plus en plus élaborée. La connaissance des coups possibles de l'adversaire et de ses forces et faiblesses, ses propres qualités, la qualité du coup joué et l'endroit d'émission du volant sont autant de paramètres à gérer pour une meilleure anticipation. Ici, le joueur effectue une reprise d'appui neutre. Le déséquilibre du haut du corps prouve qu'il anticipe néanmoins sur le contre-amorti croisé de l'adversaire. Après la frappe qui s'avère être un lobe droit, il est obligé d'effectuer une poussée sur son pied droit en même temps qu'il repositionne son appui gauche et rééquilibre son corps. Après l'émission d'un dégagement croisé, son attitude et sa reprise d'appui sont neutres. Sa tête de raquette en position basse montre une anticipation du coup d'attaque de l'adversaire. Après sa défense haute droite, sa reprise d'appui est orientée. Une poussée sur son appui gauche lui permet de se déplacer en pas couru vers le filet sur son côté revers.
Il anticipe par la suite le lobe croisé et sa reprise est orientée. Son pied gauche est nettement décalé vers l'arrière. Après ce contre-amorti droit, sa reprise sera orientée. Son pied gauche exagérément décalé vers l'avant. Il interdit ainsi à son adversaire le contre-amorti droit, lui montrant qu'il est prêt à s'y déplacer pour attaquer. La reprise d'appui est ici neutre. Elle permet au joueur de se déplacer aisément en pas croisé vers le filet, côté coup droit. Après son contre-amorti droit, le joueur anticipe le lobe croisé et oriente complètement ses appuis. Après le lobe droit de son adversaire, il repositionne son appui droit et effectue une double reprise afin de se déplacer vers l'arrière, côté revers. Après le déplacement croisé, sa reprise est neutre, les genoux très fléchis en anticipation d'un coup d'attaque. Puis malgré son déséquilibre, il anticipe parfaitement le choix de trajectoire de son adversaire, ce qui lui permet d'effectuer un coup d'attaque. Après le service court, le joueur effectue sa reprise pied droit très décalé vers l'avant, anticipant un amorti court croisé de son adversaire. Celui-ci produit un lobe croisé et le contraint tout en poussant sur son pied gauche à repositionner rapidement son pied droit vers l'arrière. Victime d'une mauvaise anticipation, il se retrouve en position défensive de fente arrière. Le sursaut n'est pas une action obligatoire pour effectuer une bonne reprise d'appui. Son utilisation excessive peut conduire à une surcharge qui peut réduire l'efficacité de la poussée initiale. Il s'agit au contraire d'alléger ses appuis au maximum, tout en essayant de conserver le bassin au même niveau. Le sursaut n'a d'intérêt que s'il est couplé à une poussée des appuis. Après la reprise d'appui, caractérisée par leur écartement, le déplacement se poursuit par une pose d'appui rapprochée, ici matérialisée par un petit saut d'ajustement, qui fourniront aux joueurs une plus grande précision dans la recherche de la meilleure trajectoire. Les appuis sont écartés en pose finale ou en réception de saut. Cet écart permet de retrouver une attitude équilibrée. Il permet également de gérer les forces centrifuges accumulées au cours du déplacement. Mais attention, pas d'exagération. Des appuis trop écartés au démarrage entraîneront un déplacement trop affaissé du bassin, peu propice au changement de direction, de même que des appuis trop serrés ne permettront pas d'assurer l'équilibre nécessaire au changement de direction. Pour rejoindre le volant, l'utilisation des pas chassés, des pas croisés, des pas courus ou bien des petits pas d'ajustement ne doit respecter qu'une logique de rendement liée au type de trajectoire émise et aux contraintes temporelles. La taille, la vélocité et autres caractères morphologiques sont également à l'origine de cette organisation. L'essentiel est d'ajuster ses appuis dans le seul but de s'installer dans les conditions les plus efficaces pour exécuter la frappe. Un rythme adapté des appuis permet une meilleure fluidité dans le déplacement. Le rythme est alors pour le joueur un moyen d'évaluation de la qualité de son déplacement qui devient une sensation, un élément proprioceptif. La trajectoire et la vitesse du volant envoyée par l'adversaire induisent un type de déplacement, le rythme adapté, ainsi que la vitesse d'exécution. Le rythme idéal pourrait être reprise d'appui, petit, petit
et grand. Reprise d'appui, petit et grand. Reprise d'appui et grand. Reprise d'appui, petit, petit et grand. Reprise d'appui, petit et grand. Et grand. Un déplacement glissé semble être idéal pour une meilleure fluidité, source d'économie énergétique, et en badminton, pas de petites économies. Le bassin doit avoir une trajectoire linéaire dans le plan horizontal, en évitant tout va-et-vient vertical à chaque foulée. Le bassin ne s'élève qu'au moment de la gestion d'un jeu plus aérien, il s'abaisse au moment des frappes près du sol. C'est au cours du déplacement que la prise raquette s'affine en fonction de la frappe à effectuer. La prise est située plus bas sur le manche pour les coups joués en s'éloignant du filet et pour les frappes de fond de court afin d'améliorer leur puissance. Si le joueur se rapproche du filet, sa prise se raccourcit pour bénéficier d'un meilleur contrôle. L'arrêt du déplacement est fonction de la qualité de l'amortissement. Il doit être puissant pour contrer l'effet des forces accumulées et éviter le tassement. L'amortissement débute par une action du talon. Lancé vers l'avant, le talon permet une prise d'avance de la hanche qui engendre un déplacement du centre de gravité dans la même direction. Cette action se poursuit avec la pose totale du pied, conjuguée à une action de la jambe qui provoque l'annulation des forces et permet immédiatement la poussée dans la direction opposée. L'appui qui rattrape le centre de gravité va contribuer à la poussée du prochain déplacement. Pour un déplacement qui engendre un saut, l'amortissement s'assimile à une réception sur une jambe. C'est la pointe du pied qui prend d'abord contact avec le sol. La jambe extérieure joue toujours le rôle d'amortisseur. C'est elle qui assure en priorité la poussée dans une direction nouvelle. Il s'agit donc de la jambe opposée au sens du déplacement. Cette règle est absolue quel que soit le déplacement. Un déplacement maîtrisé dans sa phase finale doit permettre au joueur de retrouver une position équilibrée dans laquelle la partie supérieure du corps est située à l'intérieur de ce que l'on définit par le polygone de sustentation. Souvent,
Le buste est trop incliné. La tête sort de ce polygone, prouvant en cela une mauvaise maîtrise des forces centrifuges, mais aussi de la technique. Dans toutes les situations, un corps équilibré permettra un travail moins important des jambes, qui ainsi n'auront pas à compenser le déséquilibre du tronc et pourront se consacrer pleinement à la contraction musculaire nécessaire au jaillissement. Plus qu'un arrêt, il s'agit en réalité de l'amortissement et du replacement qui vont permettre un nouveau déplacement. Aucune interruption n'est permise. Pour cette raison, l'amortissement est au même instant une poussée vers un nouveau déplacement. De même que la reprise d'appui et leur orientation doivent être simultanées pour une plus grande efficacité, de même que l'attitude de prédisposition peut se fondre dans le replacement ou bien se fondre dans la reprise d'appui, cette attitude est plus ou moins marquée selon le temps qui s'écoule entre l'émission du volant et la lecture des informations relatives à la frappe adverse. Attitude de prédisposition, reprise d'appui, orientation des appuis, poussée, rythme, amortissement sont autant de composantes qui, utilisées de manière cohérente, assurent l'efficacité du déplacement. L'échange est un ensemble de composantes au service de la performance dont le caractère essentiel est leur interaction. Plus vite, plus extrême, plus économique, plus tactique. Telles sont les perspectives d'une maîtrise élaborée des principes qui vous ont été présentés. La vitesse sera issue d'un meilleur jaillissement, d'une meilleure fluidité, d'une meilleure interaction des déplacements entre eux. Les déplacements permettront de gérer des volants extrêmes quant à leur placement, extrêmes quant à la gestuelle induite, extrêmes quant à la gestion du temps. La fluidité permettra une économie d'énergie qui sera mise au service de l'acte tactique et de la création. Ainsi, le joueur augmentera son lexique au profit d'une meilleure gestion tactique où il posera à l'adversaire des problèmes plus complexes et sera en mesure de résoudre des problèmes de complexité croissante posés par ses adversaires. Le déplacement doit permettre de gagner le point de la première seconde du premier échange, comme à la dernière seconde des prolongations d'un troisième set d'un match de plus de 2 heures. Créer, c'est oser. L'essentiel, c'est de gagner. Ok.